Cela fait plus de 4 ans que le célèbre meurtrier de TikTok a été arrêté pour le meurtre de 2 femmes. Aujourd'hui, le juge l'a condamné à la peine de mort contre l'avis de ses fans féminines et il attend désormais dans le couloir de la mort de Floride. Jetons un coup d'œil à la vie de Wade Wilson à la prison d'État de Floride à Rayford, où il attend son exécution. La vie dans le couloir de la mort. Le 27 août 24, Nicholas Thompson, juge du circuit de Lee, a condamné Wade Wilson, tristement célèbre sous le nom de Deadpool Killer, à la peine de mort pour les meurtres de Melton et Ruiz. La salle d'audience était tendue car le juge Thompson a utilisé les mêmes termes, odieux, atroces et cruels, pour décrire les actes de Wilson, faisant ainsi écho aux sentiments des procureurs, les assistants Sarah Miller et Andreas Gardiner. Le jury a recommandé la condamnation à mort de Wilson par 10 voix contre 2 et 9 voix contre 3 pour chaque victime. Ce résultat est significatif car, avant le 1er avril 23, les recommandations de peine de mort nécessitaient un vote unanime. Cependant, un changement législatif a modifié cette règle en la ramenant à un vote de 8 contre 4, rendant Wilson éligible à la peine capitale avec le vote de la majorité. 2 jours seulement après avoir été condamné à mort, Wilson a été reconnu coupable et condamné pour un chef d'accusation de tentative de trafic d'amphétamine ou de méthamphétamine entre 28 et 200 grammes, un crime du 2e degré, et un chef d'accusation de conspiration en vue du trafic d'amphétamine ou de méthamphétamine, un crime du 1er degré. Il a plaidé non coupable pour ces accusations et a été condamné à 12 ans de prison, ainsi qu'à des amendes dépassant $50,000 au Florida Department of Law Enforcement. Ces actions en justice ont accéléré le transfert de Wilson dans le couloir de la mort, où il attendra son exécution à la prison d'État de Floride à Rayford. Le bureau du procureur de l'État a confirmé que ces peines seraient purgées en même temps que les 2 condamnations à mort dont il a fait l'objet pour les meurtres de Melton et Ruiz. Les activités criminelles de Wilson ne se sont pas limitées au meurtre. Il était également impliqué dans le trafic de stupéfiants pendant son incarcération. Le 20 avril 1920, une unité K9 a identifié des stupéfiants près de la prison du comté de Lee, ce qui a conduit à la découverte de méthamphétamine liée à Wilson. Ce dernier a même survécu à une overdose en détention, ce qui a donné lieu à une enquête révélant une conspiration pour le trafic de drogues illégales. Wade Wilson est le premier tueur condamné en Floride à être exécuté après le changement de loi controversé du gouverneur Ron DeSantis en avril 2023. En avril 2023, le gouverneur Ron DeSantis a signé une nouvelle loi qui a changé le paysage de la peine capitale en Floride. Cette loi a abaissé l'obligation pour un jury de recommander la peine de mort d'une décision unanime à une majorité de 8 contre 4. Ce changement a été accueilli avec un mélange d'indignation et de soutien, reflétant les opinions profondément divisées sur la peine de mort aux États-Unis. L'affaire Wilson a été portée sur le devant de la scène quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de cette loi. Wilson a été condamné pour un meurtre particulièrement horrible qui a laissé la communauté en état de choc. La victime, une jeune femme nommée Emily, a été retrouvée sauvagement assassinée dans son appartement. La scène de crime a été décrite comme horrible, avec des signes évidents de lutte violente. Les preuves contre Wilson sont accablantes. Des échantillons d'ADN, des empreintes digitales et même des aveux le désignaient directement. Le procès a été rapide et la décision du jury a été accélérée par la nouvelle loi. En vertu de l'exigence précédente, une décision unanime du jury aurait été nécessaire pour imposer la peine de mort. Toutefois, avec la nouvelle règle de la majorité de 8 contre 4, le jury est rapidement parvenu à une décision. 8 jurés ont voté pour la peine de mort, tandis que 4 s'y sont opposés. C'est la première fois dans l'histoire de la Floride qu'une condamnation à mort est prononcée en vertu de la nouvelle loi. La réaction à la condamnation de Wilson a été immédiate et intense. Des manifestations ont éclaté à l'extérieur du palais de justice, les 2 camps faisant entendre leur voix. Les opposants à la peine de mort ont fait valoir que la nouvelle loi augmentait le risque d'exécution injustifiée. Ils ont souligné que l'exigence d'un jury unanime était une garantie essentielle permettant de s'assurer que seuls les cas les plus graves donnent lieu à la peine de mort. En abaissant le seuil, l'État facilite l'exécution de personnes potentiellement innocentes. D'autre part, les partisans de la loi, dont le gouverneur DeSantis, ont fait valoir qu'elle rationalisait le processus judiciaire et permettait aux familles des victimes de tourner la page plus rapidement. Ils estiment que l'exigence précédente d'un jury unanime conduisait souvent à des appels longs et coûteux, ce qui retardait la justice de plusieurs années. Dans le cas de Wilson, les preuves étaient si convaincantes que la peine de mort était la seule sanction appropriée. À la suite de sa condamnation, Wade Wilson vit actuellement dans le couloir de la mort en Floride. Regardons de plus près sa vie dans le couloir de la mort. Depuis son arrestation, Wade Wilson est détenu à la prison du comté de Lee, à Fort Myers. Le séjour de Wilson à la prison du comté de Lee n'a rien d'ordinaire. Le 30 septembre 1920,
Wilson et son compagnon de cellule, Joseph Katz, ont tenté une évasion audacieuse. Les autorités ont découvert que le cadre métallique de leur fenêtre avait été enlevé et que l'épais verre de sécurité présentait plusieurs fissures. Un tabouret métallique fixé au sol en béton a également été enlevé. Les détectives ont déterminé que Wilson était le cerveau de la tentative d'évasion et l'ont inculpé de tentative d'évasion et de méfaits criminels. Depuis qu'il a été condamné à la peine de mort, Wilson a été transféré à l'Union Correctional Institution de Rayford, en Floride. Cet établissement accueille 274 condamnés à mort de sexe masculin, pour une capacité de 1486 détenus. Les cellules sont un contraste saisissant avec le monde extérieur. Elles ne mesurent qu'1,90 m sur 1,85 m de haut. Les détenus en attente d'exécution sont transférés dans des cellules de surveillance de la mort qui sont légèrement plus grandes, mesurant 1,80 m sur 1,80 m et 1,80 m de haut. Les condamnés à mort reçoivent 3 repas par jour, à 5 h du matin, de 10h30 à 11h et de 16h à 16h30. Les repas sont préparés par le personnel de la prison et livrés aux cellules dans des chariots isolés. Les détenus utilisent des fourchettes pour manger à partir d'un plateau fourni. Avant l'exécution, les détenus peuvent demander un dernier repas avec un budget maximum de $40 et la nourriture doit être achetée localement pour éviter les extravagances. La routine quotidienne de Wilson est monotone et fortement réglementée. Les détenus sont comptés au moins une fois par heure et sont menottés chaque fois qu'ils sortent de leur cellule, sauf lorsqu'ils sont en cellule, dans la cour d'exercice ou sous la douche. Ils restent dans leur cellule, sauf pour les rendez-vous médicaux, l'exercice, les visites sociales ou juridiques et les interviews avec les médias. Lorsqu'un mandat d'arrêt de mort est signé, le détenu est placé sous surveillance et peut recevoir un appel téléphonique juridique et social. Dans sa cellule, Wilson a des privilèges limités. Il peut recevoir du courrier tous les jours, à l'exception des jours fériés et des week-ends. Il a droit à des collations, à une radio et à une télévision de 13 pouces. Mais il n'y a pas de télévision par câble ni d'air conditionné. Les détenus ne peuvent pas se réunir dans les parties communes, mais ils peuvent regarder les offices religieux sur une télévision en circuit fermé. Pendant la période de surveillance de la mort, les détenus peuvent disposer de radio et de télévision à l'extérieur des barreaux de leur cellule. Ils sont autorisés à prendre une douche tous les 2 jours. Les batailles juridiques de Wilson sont loin d'être terminées. Le 16 septembre, il doit comparaître pour plaider coupable dans une autre affaire de trafic de stupéfiants, ce qui retardera probablement son transfert. Ses avocats ont également fait appel de sa condamnation à mort, ce qui pourrait prolonger l'épreuve judiciaire pendant encore 5 ans, voire plus. L'avocat de Wilson, Lee Hollander, s'est exprimé sur l'attention médiatique portée à son client, la qualifiant de ridicule. Malgré le caractère très médiatisé de l'affaire, la date exacte du transfert de Wilson à l'Union Correctional Institution reste un secret bien gardé pour des raisons de sécurité. Dans les semaines qui ont précédé la condamnation de Wilson, la frénésie médiatique autour de l'affaire a attiré l'attention de nombreuses femmes sur Wilson. Malgré la brutalité de ses crimes, Wilson est devenu le destinataire improbable d'un nombre impressionnant de lettres d'amour envoyées par des femmes de tout le pays. Depuis son incarcération, Wilson a reçu près de 4000 messages, dont beaucoup sont des appels à épargner sa vie. Les lettres, qui ont inondé le cabinet du juge Nicholas R. Thompson du comté de Lee, sont remplies d'appels de femmes suppliant que la vie de Mme Wilson soit épargnée. Une femme de Visalia, en Californie, a écrit au juge pour lui faire part de sa dévotion indéfectible à l'égard de Mme Wilson. Elle a déclaré: « En tant que personne qui se soucie inconditionnellement de Wade, j'ai profondément réfléchi à la gravité de la situation et à l'impact de votre décision. » Une autre femme, mère de 2 enfants, a affirmé que Wade était différent lorsqu'il prenait des médicaments. Elle a écrit: « Si vous regardez au-delà de ses tatouages, la structure de son visage, depuis qu'il est en prison et qu'il prend des médicaments, il est en meilleure santé. Son visage est plus plein que sur sa photo de réservation où il est décharné, pâle et a l'air en mauvaise santé. » Cela nous amène à la question suivante. Pourquoi les femmes du monde entier sont-elles obsédées par le tueur Wade Wilson? Penchons-nous sur les facteurs psychologiques et sociaux qui contribuent à l'obsession mondiale pour le tueur condamné Wade Wilson. Ce phénomène n'est pas une simple curiosité passagère. Il est ancré dans des comportements humains complexes et des influences sociétales à la fois fascinantes et inquiétantes. Tout d'abord, nous devons comprendre le concept d'hybristophilie. Il s'agit d'une condition dans laquelle les individus sont sexuellement attirés par des personnes qui ont commis des crimes scandaleux. On parle souvent du syndrome Bonnie and Clyde. L'hybridation n'est pas un phénomène nouveau, mais l'affaire Wade Wilson l'a mis en lumière comme jamais auparavant. Des femmes du monde entier sont confrontées à cette condition, ce qui a permis à Wade Wilson d'être suivi par un grand nombre de personnes. L'un des principaux facteurs psychologiques en jeu ici est l'attrait du danger. Pour certaines femmes, l'idée d'être proche de quelqu'un d'aussi dangereux que Wade Wilson est excitante.
Elle procure une poussée d'adrénaline qu'il est difficile de reproduire dans la vie de tous les jours. Ce comportement de recherche de sensations fortes est similaire à la raison pour laquelle certaines personnes s'engagent dans des sports extrêmes ou des activités risquées. Le danger lui-même devient une source d'attraction. Un autre aspect psychologique est l'attrait du mauvais garçon. Wade Wilson, avec ses traits ciselés et ses yeux bleus perçants, correspond au stéréotype du mauvais garçon que de nombreuses femmes trouvent irrésistible. Cette attirance trouve souvent son origine dans le désir de se rebeller contre les normes de la société ou de vivre une expérience interdite. Le personnage du mauvais garçon est romancé dans la culture populaire, ce qui le rend encore plus attrayant pour celles qui en sont attirées. L'image de Wade Wilson, véhiculée par les médias, joue également un rôle important dans cette obsession. Au cours de son procès, Wade Wilson a souvent été dépeint comme calme, posé, voire charmant. Cette image a conduit certaines femmes à penser qu'il n'est pas aussi dangereux qu'il en a l'air. Elles le considèrent comme un individu incompris qui mérite une seconde chance. La culture du vrai crime n'a jamais été aussi populaire, et l'histoire de Wade Wilson s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Les émissions, les podcasts et les documentaires consacrés à des crimes réels captivent le public du monde entier. Pour certaines femmes, être fan de Wilson est une extension de leur intérêt pour les crimes réels. C'est une façon de se sentir liée aux histoires qu'elles consomment et de faire partie d'une communauté qui partage leur fascination. Les médias sociaux ont amplifié cette obsession à des niveaux sans précédent. Des plateformes comme Instagram, Twitter et TikTok sont inondées de pages de fans consacrées à Wade Wilson. Ces pages partagent des photos, des croquis du tribunal et même des bribes de ses lettres de prison. Le hashtag #Wade Wilson Fan Club compte des millions de messages, créant une frénésie numérique. Les médias sociaux permettent à ces femmes de se connecter les unes aux autres, de partager leurs pensées et de renforcer leurs croyances, créant ainsi une chambre d'écho qui amplifie leur obsession. On rapporte que des femmes ont quitté leur travail, quitté leur famille et déménagé à l'autre bout du pays pour se rapprocher de la prison où il est détenu. Elles lui envoient des cadeaux coûteux, paient ses frais de justice et le demandent même en mariage. Il est presque ridicule de savoir que Wilson bénéficie du soutien de centaines de femmes après avoir assassiné 2 femmes simplement parce qu'il avait envie de les tuer. Jetons un coup d'œil rapide sur le crime qui a valu à Wilson sa maudite popularité. Le tueur de Deadpool. Le 7 octobre 1920, une série de crimes effrayants a été commise, laissant les habitants de la Floride en état de choc et d'horreur. Wade Wilson, un homme de 30 ans, a brutalement assassiné 2 femmes, Christine Melton et Diane Ruiz, en l'espace de 2 jours seulement. Surnommé le tueur de Deadpool, en raison de son nom commun avec le personnage de Marvel, les actes de Wilson sont tout simplement monstrueux. Christine Melton, 35 ans, a été la première victime. Wilson l'a rencontrée dans un bar, et tous deux se sont ensuite rendus chez elle. Après qu'elle se soit endormie, Wilson l'a étranglée à mort. Mais la brutalité ne s'est pas arrêtée là. Des preuves ont révélé plus tard que Wilson avait sévèrement battu Melton avec une tringle à rideau avant de l'étouffer. Son corps meurtri a été découvert à l'intérieur de son appartement, caché dans un paquet de literie et de vêtements. Ses poignets étaient attachés avec une écharpe blanche et une tringle à rideau portant une tache rouge a été trouvée à proximité. Les tests médico-légaux ont confirmé que l'ADN présent sur ces objets correspondait à celui de Melton et de Wilson. Le lendemain, Wilson a de nouveau frappé. Cette fois, sa victime était Diane Ruiz, âgée de 43 ans. Wilson est venu chercher Ruiz après lui avoir demandé son chemin pour se rendre dans un lycée de la région. Lorsqu'elle a tenté de partir, il l'a étranglée, l'a poussée hors du véhicule et l'a écrasée à plusieurs reprises. Le corps de Ruiz a été retrouvé plus tard dans les bois. Elle souffrait d'une fracture du nez et d'un doigt, d'une lacération à la poitrine et de fractures à 11 côtes et au cou, des blessures couramment observées dans les cas de strangulation. Le médecin légiste a déclaré que ces blessures correspondaient également à celles d'un véhicule ayant roulé sur son corps. Il semble que Ruiz ait tenté de se défendre avant d'être tué. Le père de Wilson a joué un rôle crucial dans son arrestation. Le jour même où les femmes ont été tuées, Wilson a appelé son père d'une maison qu'il avait cambriolée pour lui demander de l'aide. Suivant les recommandations de son père, Wilson s'est rendu à la police quelques jours après les meurtres. En prison, Wilson a avoué les meurtres de Melton et de Ruiz. Il a déclaré à la police qu'il avait rencontré Melton dans un bar, qu'il avait eu des relations sexuelles consenties avec elle dans la maison d'un mec et qu'il avait continué à le faire chez elle avant de la tuer. Il a également avoué être allé chercher Ruiz, l'avoir étouffée lorsqu'elle a essayé de partir et l'avoir renversée. Wilson a admis qu'à l'époque, il était déchaîné et sous l'emprise de la drogue, déclarant que lorsqu'il est sous influence, il devient le diable. Le procès a été une expérience éprouvante pour les familles des victimes. En juin, un jury a déclaré Wilson coupable des meurtres et a conclu, par 2 voix de majorité, qu'il devait être condamné à la peine de mort.
Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves accablantes contre Wilson. Les preuves médico-légales trouvées dans l'appartement de Melton, notamment l'ADN sur la tringle à rideaux et l'écharpe blanche, ont brossé un tableau effroyable de la violence qu'elle a subie. Le témoignage du médecin légiste sur les blessures de Ruiz a encore souligné la brutalité des actes de Wilson. Le fait que le sang, le téléphone portable et le badge de l'uniforme de travail de Ruiz aient été retrouvés dans la voiture de Melton a permis de relier les deux meurtres et d'établir une chronologie claire des événements. Au cours du procès, le père de Wade Wilson, Steven Testaseca, a témoigné à la barre contre son propre fils dans un procès pour double meurtre. Steven Testaseca, qui n'avait que 14 ou 15 ans lorsqu'il a appris qu'il allait être père, a raconté la nuit éprouvante où son fils l'a appelé pour lui faire des aveux. Wilson avait été adopté par Candy et Steve Wilson, qui étaient liés aux parents de sa mère par l'Église. Malgré l'adoption, Wilson a contacté son père biologique à l'âge de 18 ans, lui demandant souvent de l'argent. La nuit des meurtres, Wilson aurait appelé Testaseca à plusieurs reprises, avouant avoir tué les deux femmes. Il a décrit comment Wilson a rencontré une fille dans un bar, identifiée plus tard comme Melton, s'est rendu chez elle et l'a étouffée pendant qu'elle dormait. Il est ensuite resté dans la maison pendant un certain temps, l'a enroulée et a tenté de la mettre dans son coffre, mais n'a pas pu la soulever en raison de la rigidité cadavérique qui s'était installée. Wilson l'a laissée là et a pris sa voiture. En ce qui concerne la mort de Diane Ruiz, Wilson a dit à son père qu'il l'avait vue marcher dans la rue, qu'il lui avait demandé son chemin et qu'elle était montée dans la voiture avec lui. Les procureurs ne savent pas si Ruiz est montée de son plein gré ou si elle a été forcée à le faire. Wilson a avoué l'avoir attrapée et étouffée alors qu'il conduisait. M. Testaseca a décrit le ton de M. Wilson lors de l'appel comme étant enthousiaste, presque fier. « J'ai eu l'impression qu'il voulait que je ressente ce qu'il ressentait à ce sujet », a-t-il déclaré. Lorsque M. Miller a demandé si Wilson était fier, M. Testaseca a confirmé « oui ». Il a admis qu'il n'était pas convaincu de remettre son fils aux forces de l'ordre, alors que Wilson demandait un Uber pour quitter la ville. Il aurait recommencé, a déclaré M. Testaseca, la voix brisée. Testaseca a demandé l'adresse de Wilson sous prétexte d'envoyer un Uber, mais a plutôt envoyé des US Marshals. Je ne voulais pas qu'il fasse quelque chose de stupide et qu'il se fasse tuer. Je lui ai dit de lever la main et de sortir, a-t-il déclaré. La découverte du corps de Diane Ruiz a ajouté une nouvelle couche d'horreur à l'affaire. Justin de Rosso, sergent K9 de la police de Cape Coral, a témoigné qu'au cours d'une patrouille, il avait vu des vautours tourner autour d'un terrain non aménagé avec des arbres. Les vautours tournent généralement autour des carcasses, des cadavres, des animaux morts, peu importe, a expliqué de Rosso. Le corps de Ruiz a été retrouvé dans les bois et la zone a été sécurisée pour l'enquête. Jacqueline Fordham, technicien de la police scientifique, a noté des empreintes de pneus dans l'herbe, bien qu'il n'ait pas été possible d'obtenir des empreintes réelles en raison de la hauteur de l'herbe. Le docteur Thomas Coyne, médecin légiste en chef adjoint du comté de Lee en 1920, a participé aux autopsies de Ruiz et de Melton. Il a déclaré que le corps de Madame Ruiz présentait des traces d'activité animale ou de charognage, des parties de ses oreilles et de son nez ayant été enlevées, probablement par des oiseaux. Elle présentait également d'importantes lésions internes, notamment des ecchymoses sur l'avant-bras et la main gauche, une fracture du 4e doigt, une fracture de l'os hyoïde, une fracture partielle de la thyroïde et de nombreuses fractures des côtes. Le procureur Andreas Gardiner a demandé si une voiture roulant sur un corps pouvait causer de telles blessures. Certainement, a confirmé M. Coyne. Il a expliqué qu'il faut environ 10 à 15 secondes pour faire perdre connaissance à une personne en la tenant par le cou, et que dans les 30 secondes qui suivent, la personne peut ne pas reprendre conscience. Coyne a déclaré que Ruiz n'aurait pas survécu aux blessures au cou. Le docteur Marc Rubino, neurologue, a fourni un témoignage glaçant lors d'une audience de déposition dans le cadre de l'émission Zoom. Il a révélé que les scanners cérébraux récents de Wilson indiquent un traumatisme cérébral important. Ces scanners révèlent des troubles de la mémoire à court terme et des problèmes cognitifs et émotionnels, le tout dans le contexte d'une maladie psychiatrique. Les conclusions de Rubino sont basées sur une série de tests effectués sur Wilson malgré les difficultés posées par ses entraves. Le passé trouble de Wilson est rempli d'incidents qui auraient pu contribuer à son état mental actuel. Il a raconté au Dr Rubino 2 accidents de voiture qu'il a eus dans sa jeunesse à Tallahassee. Lors de l'un d'eux, il était passager lorsque le conducteur a heurté un chêne, ce qui lui a valu de se cogner la tête contre le pare-brise. Lors d'un autre accident, lui et ses amis ont heurté un arbre à la plage et tout le monde a été assommé. Craignant d'être arrêté en raison de sa mise à l'épreuve, Wilson a fui les lieux avant de se faire examiner par un médecin. Mais ce n'est pas tout. Wilson a également affirmé avoir subi 2 commotions cérébrales en jouant au football et au baseball au lycée. Il a raconté avoir été sauté 3 fois et avoir été assommé à chaque fois.
Bien que Rubino n'ait pas pu obtenir de dossier médical pour étayer ses affirmations, il pense que les histoires de Wilson sont probablement vraies au vu des résultats du scanner cérébral. Rubino a souligné qu'il était neurologue et non psychologue, mais il a conclu que les traumatismes crâniens de Wilson, combinés à une maladie psychiatrique, expliquaient son comportement impulsif et ses émotions débordantes. L'équipe de défense de Wilson, dirigée par les avocats Kevin Shirley et Lee Hollander, a utilisé ces résultats comme un ultime effort pour sauver sa vie. Ils espèrent que les preuves de la maladie mentale de Wilson influenceront la décision du juge Nicholas Thompson lors de l'audience Spencer. Cette procédure judiciaire permet à la défense et à l'accusation de présenter des éléments de preuve supplémentaires susceptibles d'influencer la décision du juge en matière de condamnation. Cependant, l'expert en contre-expertise de l'État, le Dr Michael Herkov, psychologue judiciaire, a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer un diagnostic de troubles psychotiques. Au lieu de cela, Herkov a suggéré que les nombreux antécédents de toxicomanie de Wilson constituaient une explication plus plausible de ses délires et de son comportement criminel récurrent. En fin de compte, la maladie mentale de Wilson n'a pas suffi à lui éviter la peine de mort. Chronique de prison. Maintenant que Wade Wilson est dans le couloir de la mort, il est possible qu'il continue ses manigances carcérales et qu'il tente à nouveau de s'évader de prison. Voyons plus en détail comment il a tenté de s'évader de prison. Le plan a été mis en œuvre le 30 septembre 1920. Selon les documents du tribunal, un autre détenu a informé un gardien d'une note que Wilson avait envoyée à Lauren Curtis Sawyer, un autre prisonnier. Cette note demandait à Sawyer d'organiser une sortie d'ici, en précisant que la fuite devait avoir lieu aujourd'hui ou demain, vers 1 ou 2 heures du matin. Cette note est le premier élément de preuve qui révèle la profondeur de la planification de Wilson. Sawyer et Wilson auraient été liés par l'intermédiaire d'un gang de prisonniers connu sous le nom de The Unforgiven, un groupe suprématiste blanc. Ce lien a rendu le plan d'évasion encore plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement de s'évader de prison, mais aussi de tirer parti des ressources et des relations au sein du gang pour faciliter leur évasion. Lorsque les fonctionnaires ont fouillé la cellule de 10 mètres carrés que partageaient Wilson et Katz, ils ont été confrontés à une scène tout droit sortie d'un film. Le cadre métallique de la fenêtre avait été méticuleusement enlevé et le verre de sécurité épais présentait plusieurs fissures. Ces fissures indiquent que Wilson et Katz travaillaient sur ce plan depuis un certain temps, affaiblissant lentement et méthodiquement la vitre pour créer une voie d'évasion. Des témoins de la prison ont déclaré avoir entendu des bruits de martèlement provenant d'une cellule située à l'étage supérieur pendant plusieurs jours avant la découverte. Il est clair que Wilson et Katz travaillaient sur leur plan d'évasion depuis un certain temps. Mais ce n'est pas tout. Un tabouret métallique fixé au sol en béton a également été enlevé. Ce tabouret a probablement été utilisé comme outil pour faciliter leur évasion, éventuellement pour briser la vitre ou pour ouvrir d'autres parties de la cellule. L'enlèvement du tabouret montre à quel point Wilson et Katz étaient prêts à aller loin pour atteindre leur objectif. Les détectives ont rapidement déterminé que Wilson était le cerveau du plan d'évasion. Sa ruse et son ingéniosité étaient évidentes dans tous les aspects du complot. Il a été inculpé de tentatives d'évasion et de méfaits criminels, ce qui vient s'ajouter à sa liste déjà longue de chefs d'inculpation. Katz, en tant que complice, a été inculpé des mêmes chefs d'accusation. Les activités criminelles de Wilson ne se sont pas arrêtées à cette tentative d'évasion ratée. Le 20 avril 23, une unité K9 effectuant des contrôles à l'extérieur du centre de réception de la prison du comté de Lee a détecté 2 sacs positifs à la méthamphétamine. Ces sacs contenaient des cigarettes en vrac, des stupéfiants présumés, des briquets et des pilules. Selon les documents du tribunal, un détenu bénéficiant de privilèges spéciaux avait donné la drogue à un autre détenu, qui l'avait ensuite transmise à Wilson et à un autre détenu. Les autorités ont examiné les appels téléphoniques enregistrés des détenus et ont découvert que Wilson avait été en contact avec une personne nommée Bonnie Wiggins au sujet de stupéfiants. Cela a conduit à une enquête sous couverture où la police a surveillé Wiggins et 3 autres suspects à l'extérieur de la prison. L'enquête a abouti à l'arrestation de 6 personnes, dont Wilson, pour des accusations liées à la drogue. Wilson et Katz seraient tous deux liés au gang carcéral suprématiste blanc, connu sous le nom de Unforgiven. Le gang Unforgiven, fondé dans le système pénitentiaire de Floride en 1986, est le plus grand gang carcéral suprématiste blanc de l'État. Selon l'Anti-Defamation League, les membres de Unforgiven utilisent le symbole numérique 21-2-12 en remplaçant les chiffres par des lettres. Le nombre 21 représente U, unité, 2B, fraternité, et 12L, loyauté. Ce gang est connu pour ses activités violentes et son code de conduite strict, ce qui rend l'implication de Wilson dans ce gang encore plus alarmante. Ce gang suprématiste blanc jouit d'une réputation notoire au sein du système pénitentiaire de Floride. Il est connu pour ses tactiques violentes et ses convictions extrémistes.
Le fait que Wilson et Katz aient été prétendument liés à ce gang a soulevé de sérieuses questions quant à l'étendue de leur influence et aux dangers potentiels qu'ils représentaient. Maintenant que Wade Wilson attend d'être exécuté, la possibilité qu'il ne s'attire pas d'autres ennuis est très faible. Et avec le soutien de ses fans féminines, qui sait si sa condamnation à mort fera l'objet d'un appel? Cliquez sur l'une des cartes de notre écran pour voir d'autres vidéos de ce type.